Entretien aujourd'hui avec mon invité, un jeune homme de 36 ans, aux multiples talents, auteur, compositeur, interprète, écrivain, inspiré de son parcours de vie semé d'embûches. Et il sort cette semaine son nouveau single Sous ton ciel. On va en parler avec donc vous, Jonathan Cadou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes né à Annecy en 1987 et à l'âge de 2 ans, et c'est là votre particularité, vous êtes transplanté du foie et faites alors des allers-retours entre votre Haute-Savoie natale et les hôpitaux parisiens. Et cela pendant plusieurs années, hein, de votre enfance Oui. à l'adolescence. Vous allez nous raconter évidemment, Jonathan. Aujourd'hui, vous parlez du don d'organes qui vous a sauvé la vie. Vous êtes l'un de ces ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé très concrètement, Jonathan, quand vous étiez donc tout bébé au départ? Alors très concrètement, j'avais ce qu'on appelle une malformation congénitale, l'atrésie des voies biliaires. Mes voies biliaires ne fonctionnaient pas, ce qui provoquait une intoxication, un empoisonnement de mon foie. Donc j'ai collectionné ictère, hépatite et voilà, et jusqu'à l'empoisonnement du foie. Donc on avait au préalable, ça a été repéré assez vite, mais le temps d'attente jusqu'à la greffe a été assez long, puisqu'on a déjà commencé par... les médecins ont essayé de faire ce qu'on appelle un casaille. C'était une opération censée éviter la greffe. Ça, c'était sur Lyon, à l'hôpital Édouard Herriot. Cette opération a échoué. Mhm. Donc de là, j'ai dû attendre encore 1 an où dénutrition, état général, global, vraiment mauvais. Enfin, moi, je vous rapporte ça, ce sont plus mes proches, puisque j'étais très jeune. Exactement, oui. Mais voilà, oui, une grosse dégradation. Et vu le nombre de rejets et d'échecs, vu l'époque, j'ai été transféré à Paris pour une transplantation hépatique. Voilà. Donc ça part vraiment voilà, de quelque chose qui était vital. Évidemment, vous deviez Exactement, absolument avoir cette greffe Oui, du on foie. arrivait dans l'urgence, Ouais, effectivement. Oui. dans l'urgence. Et est-ce que cette épreuve-là, justement, vous a fait grandir aujourd'hui voilà, comment ça vous a changé peut-être peut-être votre regard aussi envers les autres Ouais, alors c'est vrai, quand on me pose la question, souvent on me demande ce que ça a pu transformer. Alors, je manque beaucoup de recul puisque j'étais très jeune et c'est une question que je me posais, je pense, toute mon adolescence, qui j'étais avant cet événement, qui j'aurais pu être. Parce que j'imagine que ça a bousculé votre parcours scolaire, ça a Ah, bousculé complètement. Enfin, beaucoup de choses. complètement. Alors, j'ai eu la chance quand même de pouvoir vivre une vie, comme on peut dire, un peu normale et d'avoir une enfance idyllique. Moi, je Mm. me souviens vraiment que de très bons moments, malgré... Parce que vous étiez bien entouré par vos parents, par Ouais, vos oui, amis aussi. exactement. Et puis aussi parce qu'à l'hôpital, on vit des choses concrètes. Ouais. Voilà, on n'est plus dans la superficialité de la vie, on vit les choses telles qu'elles nous arrivent et on calcule pas. Donc c'est vrai que ça m'a apporté ce recul et cette soif de vivre, en tout cas de savoir qu'il fallait se battre. Peut-être, alors peut-être moi plus que d'autres, mais Mm. bon, j'imagine que beaucoup ont des parcours compliqués. Vous voulez dire qu'on relativise aussi beaucoup. Exactement, exactement. Et puis peut-être du recul aussi sur la particularité de notre monde. Mm. Voilà, on est en total. On ne juge pas en fait. Ouais. On ne juge pas, on vit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, même si elles sont là, elles sont intégrées. On n'est pas dans le calcul. Mm. Après, je reconnais que quand on grandit, quand on redevient adulte, parfois on est un peu rattrapé par notre humanité, mais Ouais, quand on retombe dans le monde ouais, d'adulte exactement. finalement, et on parle aussi beaucoup de solidarité, bien entendu. Et c'est Ouais. aussi le cas d'ailleurs avec évidemment le don d'organes, hein. Vous tentez chaque jour de faire la promotion, si je puis dire, du don d'organes. Depuis des mois et des mois, voire même maintenant des années, l'établissement français du sang ne cesse d'alerter sur les stocks disponibles. C'est encore le cas d'ailleurs juste avant Noël. En général, c'est une période souvent un peu critique. Souvent comme les Ouais, étés ou les ouais, vacances, bien sûr. les grandes vacances. Le don d'organes, justement, ou même le don de sang, est-ce que selon vous, il doit rester gratuit ou est-ce un geste qui doit être rémunéré comme d'autres pays le font? Même, je crois, l'Allemagne hein, est en train de Oui, réfléchir là-dessus. il me semble. C'est vrai que je ne suis pas complètement fait de toute cette législation dans les autres pays, mais il me semble, oui, en effet, en Allemagne. C'est une question délicate. J'ai tendance à dire que monnayer la vie, monnayer l'être humain, quand on commence à mettre un prix sur une humanité, c'est compliqué. Mm. Enfin, je trouve ça un peu triste. Et en même temps, je comprends la problématique du manque et d'essayer de sensibiliser les gens. Je vois tellement de gens autour de moi, notamment dans l'association La Dot,
où malheureusement moi je ne peux qu'intervenir en tant qu'ambassadeur par rapport à toute mon actualité, mais je vois comme des gens se démènent, des associations se démènent. La DOT qui est l'association des donneurs d'organes Et de tissus, pardon. et de Ouais. tissus, Exactement. Ouais. Au niveau Et national, hein, au vous niveau intervenez. voilà, moi j'interviens plus au niveau de la branche de la Haute-Savoie, mais en tout cas au niveau national, je vois la façon dont ils se démènent, et bien d'autres associations, bien sûr. Et ça rejoint finalement un peu le quotidien des associations, Exactement. toute association, c'est-à-dire où l'engagement bénévole aujourd'hui est quand même beaucoup plus limité, où on se limite davantage à des choses plus, on va dire, provisoires que sur le long terme, ouais, exactement. que sur la durée. Exactement, c'est très difficile de réunir les gens autour de soi, et surtout même pour des causes comme le don d'organes ou le don de sang. Et donc je peux comprendre qu'il y ait ces problématiques, et puis on parle aussi de problématiques dans certains pays où il y a malheureusement du trafic d'organes. Ça, on ne peut pas le nier. Donc qu'on se pose la question pour toutes ces raisons-là, je l'entends, et vraiment je me garderai bien de juger. Après, comme je vous dis, en mon âme et conscience, devoir monnayer, ou en tout cas est-ce qu'on ne pourrait pas donner peut-être une autre contrepartie plutôt que financière? Je ne sais pas, c'est à réfléchir, ce n'est pas entre mes mains. Mais oui, voilà, moi ça me gêne. Je sais qu'à l'époque, je ne sais pas si moi j'aurais pu être sauvé s'il avait fallu rémunérer la famille ou la personne qui... Exactement. Voilà. C'est peut-être un peu facile. Ouais, je pense en tout cas que le don de soi, ça va au-delà du financier. Bon, revenons à vous, Jonathan, puisque c'est à l'âge de 12 ans que finalement votre passion pour la musique, dont on va évidemment parler, vient en vous finalement à l'hôpital, où là vous avez MC Solar, si je puis dire, le rappeur d'époque, qui vous tape dans l'œil. Ouais, complètement. Je me souviens d'avoir écouté un peu après leur sortie les premiers albums d'MC Solar, et là ça a été vraiment une révélation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai compris que je pouvais mettre mes mots en musique. Je vivais quand même, pour la petite anecdote, là où vraiment j'ai eu la révélation, c'était durant les 10 ans, le bilan des 10 ans de ma greffe. À ce moment-là, on me remet en service de pédiatrie, gastro-entérologie, et là je côtoie des gens de tout horizon, de toute culture, notamment des quartiers populaires à Paris, où là j'apprends un petit peu la culture hip-hop et je découvre vraiment ce que c'est et la richesse de ce mouvement. Et, la culture urbaine un peu. Hein, exactement, c'est exactement ça. Et leur emploi des mots, et pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, c'était, je me souviens que j'avais un camarade, un voisin de chambre, qui lui était dans un état très critique parce que j'avais des enfants très malades autour de moi. Donc ça a été aussi une grosse claque. Quand on est petit, on ne se rend pas compte. Mais quand à 12 ans, on voit la souffrance. Et je me souviens que notre seul moyen de vraiment communiquer, c'était la musique, de s'échanger des cassettes. Je lui prêtais mon Walkman. Lui, il m'a fait découvrir aussi d'autres choses, comme je ne connaissais pas Dragon Ball Z. Bon, voilà. C'était parce que vous avez plutôt été bercé plutôt dans la variété française avec vos parents. Hein. Ouais, mes parents étaient vraiment chansons à texte, tout ce qui était Renaud, Balavoine. Ma mère écoutait pas mal aussi de gospel, un peu de jazz. Mais la culture hip-hop, surtout dans un milieu rural comme le mien, on connaissait pas. Quoi. On va évidemment, à la fin de cette interview, vous écouter en live et votre single que vous sortez cette semaine, Sous ton ciel, qui justement est dans cette veine-là, du slam, rap, on peut vous qualifier un peu. Ouais, voilà, ça se situe un petit peu entre les deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de musicalité que le slam. Moi, j'ai tendance à dire que c'est du spoken word, c'est un art oratoire qui découle du rap, dont le rap découle. Mais c'est vrai que je me pose un petit peu en marge de ce qui se fait au niveau rap aujourd'hui, c'est vrai. En tout cas, c'est dans les couloirs, si je puis dire, des hôpitaux que vous est venue cette passion d'écrire et de composer pour des chansons, mais aussi écrire, comme je disais, puisque votre second roman est sorti aux éditions Legacy il y a donc quelques mois de cela, À trop viser la lune. On va également en parler de ce roman qui permet de relativiser beaucoup de choses, avec la présence de 3 individus aux trajectoires bien différentes. Dites-nous, peut-être, présentez-nous ces 3 individus qui sont fictifs, j'imagine, qui n'existent pas, mais qui sont inspirés, évidemment, de personnes que vous avez peut-être pu rencontrer, d'ailleurs, lors de vos allers-retours dans les hôpitaux parisiens. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on dit toujours d'un auteur qu'on a une part de l'auteur dans son livre, dans son écrit, et c'est exactement ça, ce sont des inspirations. Souvent, les gens croient qu'il s'agit de ma vie, mais ce n'est pas réellement ma vie. Donc dans ce récit, je tisse la trajectoire de 3 destins, de 3 protagonistes, dont une jeune fille, Zoé, atteinte d'insuffisance rénale critique, en tout cas en phase terminale, dont la greffe reste le seul moyen de survie.
Elle va rencontrer par le plus grand des hasards Manu, qui est un sans domicile fixe, qui a eu un parcours très riche et chaotique, et qui se retrouve sur les bords du lac d'Annecy. Un parcours exemplaire, on peut le dire, hein, Oui, oui. de banquier, je crois. Ouais, voilà, ouais. C'est quelqu'un qui Oui, a une vie, on va dire, bien rangée et qui d'un coup se retrouve jusqu'à la sans chute. abri. Exactement, c'est exactement ça. Et je voulais faire aussi un petit peu un clin d'œil. C'est vrai qu'on se dit un sans domicile fixe sur les bords du lac d'Annecy, ça paraît fou, mais Et effectivement... ça peut malheureusement faire penser à ce qui s'est passé aussi au mois de juin dernier. Malheureusement, cette personne qui errait et qui malheureusement est arrivée au pire avec ces bébés qui ont été blessés. Oui, bien sûr, exactement. Et là, donc Manu est un individu marginalisé dans un endroit quand même assez idyllique. Et c'était aussi ce côté social que je voulais apporter, de dire voilà, derrière la beauté du décor se cachent aussi des problématiques sociales très fortes. Et parfois moi-même je l'oublie. Et enfin, on a Alex qui est un jeune homme en pleine réussite, à qui l'avenir tend les bras, la vie tend les bras. Et puisqu'il va rentrer dans un cabinet d'architecture à Lyon. Exactement. Donc, voilà. Et c'est l'enchevêtrement de ces trois destins qui vont nouer l'intrigue de ce récit. Voilà, et au-delà d'Organe à travers le parcours de Zoé, vous avez mentionné, ce livre, c'est aussi une ode au don de soi, si je puis dire, le don d'Organe. Voilà, ça, tout cela pour vous, c'est un don de soi, où chacun doit faire ce geste. Exactement, c'était ça. Je crois qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour envers l'humanité que le don. Je comprends que ça puisse rebuter des gens, ou que des gens se posent la question ou ne veulent pas. Moi, je ne juge pas ça. Je dis simplement quelle plus belle preuve d'humanité que le don d'organes. Pour l'anecdote, j'ai appris il y a des années après ma greffe la nature de mon donneur. Pas le nom ni l'identité, mais la nature et les causes de sa mort. Et donc j'ai appris qu'il s'était donné la mort, qu'elle s'était donné la mort, et de savoir qu'elle s'est donné la mort, mais que par ça, on a pu prélever ses organes et faire plusieurs dons, plusieurs greffes, dont la mienne. Je crois que c'est un sacré... Oui, au départ, se donner la mort peut être un acte égoïste, au départ, en apparence, et finalement, là, ce qui s'est passé pour vous par la suite... Voilà, c'est ça, c'est le don de soi à son paroxysme. Complètement, à son paroxysme. Ouais, exactement. Totalement. Donc voilà, c'est un peu toute l'ambiguïté de notre humanité aussi. Hein, Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jonathan Cadou, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Évidemment, dans un instant, eh bien, vous allez chanter justement avec ce single, avec grand plaisir, Sous ton ciel, qui sort donc cette semaine, et vous nous faites le plaisir de partager en exclusivité dans nos studios de RCF un extrait de ce prochain single, Sous ton ciel. Merci beaucoup, Jonathan Cadou, d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Ok. Soir de première, mon cœur se serre. Je vois le monde sous tes paupières, ma gorge se noue, l'amour requiert plus de courage que de chimère. Dès lors, je délaisse la foule, je veux m'accrocher à tes lèvres quand le vent épouse tes courbes, le voile de ta robe verte. Il ne s'agit plus de moi lorsque nos cœurs se nouent. Au bout de tant de mois, des mois, dis-moi, pourrais-je parler de nous? Jadis au bord du gouffre, le destin m'a tendu la main. Un ange se pose sur mes joues. Elle coiffe ses cheveux châtains. La vie se résume au battement de cils. De ceux que l'on aime, j'ai trouvé refuge après tant d'exil. Au creux de tes rêves, si ce monde étouffe, soyons assez fous pour le transformer. Le vent sur ta route efface les doutes. Tu seras mon foyer. Loin de nos errances, loin des fausses promesses. Même les dieux font silence quand les fleurs renaissent. La vie est un heureux hasard, un jour toutes les planètes s'alignent. Trouver l'asile dans ton regard lorsque mon cœur se réanime. J'ai vu la mer se fendre en deux, j'ai vu le soleil s'éteindre, tant de nuits à perdre le sommeil, voir l'éclat d'une étoile m'étreindre. Dans l'horizon de mes délires, je goûte l'amour et ses délices, fondons un foyer idyllique, aux murs lézardés de vos rires. Si je devais résumer ma vie, à l'aube de mes 36 ans, naufragé sur un bateau ivre, j'ai trouvé mon port de plaisance. La vie se résume au battement de cils,
De ceux que l'on aime, j'ai trouvé refuge après tant d'exil. Au creux de tes rêves, si ce monde étouffe, soyons assez fous pour le transformer. Le vent sur ta route efface les doutes. Tu seras mon foyer, loin de nos errances, loin des fausses promesses. Même les dieux font silence quand les fleurs renaissent. Gardons l'instant des premiers jours, des premiers flirts, des premiers rires. J'ai créé mon île sur tes joues lorsque nos jours se sont épris. On se jouera du temps qui passe pour ne se faire aucune promesse, puisque les promesses s'effacent. Gardons-nous des regrets qui blessent. Et on jouera du temps qui passe pour ne se faire aucune promesse, puisque les promesses s'effacent. Gardons-nous des regrets qui blessent.